Bonsoir. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo vient d'effectuer cette semaine sa première tournée en Afrique subsaharienne. Sa première tournée donc depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. L'occasion pour nous de faire le point des relations États-Unis-Afrique. Aussi bien au Sénégal, en Angola qu'en Éthiopie, la visite du chef de la diplomatie américaine était fortement axée sur l'investissement privé américain sur le continent. Ceci dans un effort de booster la présence d'entreprises américaines en Afrique, un continent qui attire de plus en plus de pays comme la Chine et la Russie. Mais la tournée de Pompeo se tient au moment où Washington étudie la possibilité d'une réduction de sa présence militaire en Afrique dans un contexte sécuritaire très difficile pour certains États, notamment ceux du Sahel, confrontés à des attaques terroristes d'envergure. Quels enseignements tirer de la visite de Mike Pompeo en Afrique ? Comment l'Afrique peut-elle tirer un meilleur profit de ses relations avec les États-Unis? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Une entreprise américaine va construire la 2e autoroute reliant Dakar, la capitale sénégalaise, à Saint-Louis, la grande ville du Nord. En Angola, Chevron renforce sa présence dans les hydrocarbures, tandis qu'en Éthiopie, Coca-Cola va investir 300 millions de dollars supplémentaires. En faisant ces annonces, Mike Pompeo a voulu insister sur la différence d'approche avec d'autres pays. Mais sur le plan sécuritaire, la présence des troupes américaines en Afrique reste en suspens. Le point avec Blanche Sano. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le président sénégalais Macky Sall ont principalement échangé sur la question des 106 millions de dollars d'aide à la sécurité que Washington a promis depuis 2014, ainsi que sur la réduction attendue des forces américaines en Afrique. Par ailleurs, le diplomate en chef n'a pas manqué de souligner au cours des discussions que le Sénégal est l'un des amis les plus proches des États-Unis. C'est le début de mon premier voyage en Afrique subsaharienne en tant que secrétaire d'État. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer cette tournée au Sénégal, une démocratie riche en culture et en histoire. Les États-Unis sont fiers de compter le Sénégal comme un de leurs amis les plus proches sur le continent. La sécurité, le point clé parmi les préoccupations. Nous avons eu beaucoup de conversations sur les problèmes de sécurité ici. Nous avons dit clairement que le ministère de la Défense se tournait vers l'Afrique de l'Ouest pour nous assurer que nos niveaux de force étaient corrects. Outre cette question, Washington souhaite mettre en avant l'engagement économique dans ce pays dans le domaine des transports, de la santé et de la production de l'électricité. Du pays de la Teranga, le diplomate en chef s'est rendu en Angola. M. Pompeo a salué lundi à Luanda la lutte contre la corruption engagée par le président angolais João Lourenço, notamment contre la famille de son prédécesseur José Eduardo dos Santos. La corruption est l'ennemi de la croissance et du progrès d'une nation. Ici, en Angola, les dommages causés par la corruption sont assez clairs. J'ai parlé au président aujourd'hui et je l'ai félicité de vive voix du travail qu'il a accompli. Après les 2 pays, le secrétaire d'État américain était attendu en Éthiopie. Au cours d'une conférence de presse, il a appelé les dirigeants africains à éviter certaines formes d'aide. Les pays devraient se méfier de régimes autoritaires aux promesses vides. Ils engendrent la corruption, la dépendance, ils n'embauchent pas les populations locales, ils ne forment pas et ils ne dirigent pas. Ils risquent d'être une entrave à la prospérité, la souveraineté et le progrès dont l'Afrique a tant besoin. Tout en précisant que le président américain Donald Trump aime les accords et souhaite établir des partenariats entre les États-Unis et les pays africains. L'occasion pour lui de revenir également sur les différends entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan au sujet d'un barrage massif sur le Nil. Notre mission n'est pas d'imposer une solution à cela, mais plutôt de réunir les 3 pays autour d'un accord qui pourra répondre aux préoccupations de 3 nations. Le Premier ministre Abiy Ahmed a échangé avec Mike Pompeo sur un éventuel soutien financier des États-Unis pour les réformes politiques en cours et les préparatifs des élections historiques prévues pour le 29 août. Une visite controversée de M. Pompeo en Afrique selon des experts, car récemment, les États-Unis ont annoncé un resserrement des règles en matière de visa, notamment vers le Nigeria, la Tanzanie, le Soudan et l'Érythrée. D'autres voient plutôt à travers cette tournée un moyen pour l'administration Trump de contrer l'influence chinoise sur le continent.
Voilà, merci beaucoup Blanche Sanou. Et pour le débat, nous avons 3 invités, 3 professeurs. À Washington, Landry Signé, économiste au Brookings Institution. À Dakar, Serigne Ndiaye, directeur du Council on International Education Exchange. Et à Kinshasa, Fidèle Louméa, chercheur dans les domaines de la paix et de la transformation des conflits. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Landry Signé. Le prédécesseur de Mike Pompeo, Rex Tillerson, avait aussi visité quelques pays africains avant son limogeage. Pensez-vous que cette fois, en insistant sur les relations économiques, le message de Pompeo était mieux perçu, était perçu différemment? Tout à fait. Merci d'abord de nous recevoir dans cette émission. Ouais, je pense que la réaction de Pompeo, l'insistance sur les questions économiques correspond très clairement à la demande des dirigeants africains. Je prends quelques exemples. Avec la nouvelle zone de libre échange continental, donc le CFTA, avec l'acronyme en anglais AFCFTA, le continent veut se positionner comme étant un partenaire principal pour les questions commerciales et non pas simplement pour les questions d'aide au développement. Avec la Banque africaine de développement aussi, il y a eu l'Africa Investment Forum. La 2e édition s'est déroulée l'année dernière et le président signalait très bien que le continent se positionne comme étant un partenaire extrêmement important d'affaires. Prosper Africa a été lancé, qui est le programme américain visant à améliorer le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique, insistant sur l'importance d'accroître de manière significative les investissements, le commerce. Donc, je pense que le message est définitivement bien perçu lorsque les États-Unis parlent du commerce et des investissements plutôt que des questions d'aide, par exemple. D'accord. Alors, Serigne Ndiaye, le Sénégal était le seul pays francophone dans la tournée de Mike Pompeo. Qu'est-ce qui, selon vous, attire l'attention de la diplomatie américaine sur le Sénégal, par exemple? Merci de l'invitation et bonjour aux autres membres du panel. Tout d'abord, je voudrais dire que ce qui attire les États-Unis en Afrique, au Sénégal particulièrement, c'est d'abord pour certains une manière de combler un vide. Certains pensent qu'il s'agit d'un rattrapage, mais ce n'est pas véritablement un rattrapage. Comme l'a dit M. Louméa, je pense que les enjeux de cette visite sont purement économiques. Purement économiques, et le Sénégal n'est pas en reste, surtout par rapport aux découvertes de gaz et de pétrole. Il est clair que le Sénégal est un pays, n'est pas un pays qui laisse les États-Unis indifférents. Et je vais donner comme exemple, par exemple, il y a en 2018 déjà, le commerce entre l'Afrique et la Chine a dépassé les 200 milliards de dollars US. Alors que pendant la même période, les montants se chiffrent à une quarantaine de milliards de dollars entre le continent africain et les États-Unis. Donc, pour ne pas, disons, laisser ce vide-là aux Chinois, il est clair qu'avec toutes les opportunités d'affaires qui existent en Afrique, notamment au Sénégal, il est clair que pour les États-Unis, il ne s'agira pas de laisser ce terrain-là riche d'opportunités aux Chinois, surtout par rapport à ce qui a été dit sur le modèle, disons, de coopération que les États-Unis veulent prôner contre ce qu'ils appellent, disons, la diplomatie de la dette, qui semblerait être le propre de la Chine. D'accord. Alors, Fidèle, au-delà de ces 3 pays visités, comment le message peut être perçu de façon générale? Et Pompeo a également parlé de questions comme la corruption. Est-ce que les États-Unis s'intéressent vraiment à l'Afrique aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que c'est un partenaire, les États-Unis, j'ai dit, est un partenaire africain très traditionnel. C'est depuis les années 60 que les États-Unis, et même dans nos villages, à travers les missions, les missionnaires, à travers beaucoup de coopérations. Mais l'Afrique, dont les États-Unis sont en train de courtiser maintenant, devient comme une femme, une très jolie femme, qui met au monde
et qui est sûre d'elle-même, dont beaucoup de maris se présentent déjà à la porte. La Chine est le premier mari. Donc les États-Unis courent après. C'est à elle maintenant de montrer à cette femme qui est l'Afrique que vraiment parmi tous les candidats, moi je suis le meilleur. Il vient, comme mon prédécesseur vient de le dire, avec un peu d'argent. Quand la Chine verse sur l'Afrique déjà un budget de 204 milliards de dollars, et quand la Chine est presque partout avec des grandes économies. Et puis, le troisième point est que quel est le message thématique que les États-Unis apportent ici? C'est un flou. On réduit les nombres sur le plan militaire. D'accord. Si vous le permettez, on pourra revenir sur cette question militaire en seconde partie, hein, si vous le permettez, Fidèle. Alors, je reviens vers vous, Landry Signé. Mike Pompeo a insisté dans son message en disant que les entreprises américaines recrutent des Africains sur place. Est-ce qu'il fait un peu allusion aux Chinois, les Chinois que le président Trump accuse de faire de la diplomatie de la dette, comme disait Serigne Ndiaye? Définitivement, les États-Unis essaient de se distinguer comme étant un partenaire peut-être plus crédible et plus à même de faire une différence au niveau de l'emploi, au niveau du transfert des technologies, entre autres facteurs. Si on parle des cas concrets, par exemple, entre l'Angola et les États-Unis, il y a eu des échanges de plus de 3 milliards de dollars en 2018 et la création d'emplois seulement aux États-Unis est de plus de 7 000 emplois. Si on parle du cas de l'Éthiopie, il y a aussi eu des échanges de près de 1,8 milliard de dollars avec également une création de plus de 8 000 emplois du côté américain. Du côté américain, oui. Voilà, tout à fait. Les estimations au niveau du continent africain ne sont pas claires, mais la différence que Pompeo veut apporter est de montrer que lorsque les entreprises américaines font affaire avec le continent, elles investissent aussi dans le recrutement, dans l'éducation au niveau local, d'un côté. Mais de notre côté aussi, pour les questions de corruption, par exemple, telles que mentionnées, il est très clair que tout citoyen américain impliqué dans une affaire de corruption n'importe où au monde devrait faire face à la rigueur de la loi aux États-Unis si les faits sont avérés. D'accord. Alors que dans certains cas, c'est beaucoup moins clair. D'accord. Alors, Serigne Ndiaye, les échanges commerciaux entre, vous le disiez tantôt, hein, entre la Chine et l'Afrique, c'est plus de 200 milliards de dollars, alors que pour ce qui est du côté des États-Unis et de l'Afrique, c'est 40 milliards. Comment est-ce que les États-Unis peuvent compétir avec la Chine dans ce contexte? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent apporter de plus pour convaincre les Africains ou même en bénéficier, comme disait le professeur Landry? Parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés ici aux États-Unis aussi. Oui, effectivement. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi que les États-Unis ont une présence en Afrique qui date de longtemps. Et ils s'appuient aussi sur des leviers qui ont déjà été mis en place par les administrations précédentes. Certes, ils n'ont pas mis en avant, en exergue ces différentes politiques, notamment le PEPFAR, le President's Emergency Plan for AIDS Relief, Our Africa, AGOA, etc. Mais ils ont également mis en place leur propre politique, à savoir ce qu'ils appellent le Development Finance Cooperation, qui est quand même, si ça aboutit, le but est de capter l'investissement du secteur privé dans les pays en développement, notamment en Afrique, et dans des secteurs prioritaires qui quand même font le développement de l'Afrique, à savoir l'agriculture, les énergies, les infrastructures. Vous aviez parlé tantôt de l'investissement américain au Sénégal à travers la construction d'une autoroute qui va partir de Dakar à Saint-Louis. Et dans les énergies, on parle d'un pays comme le Sénégal comme étant un pays producteur de pétrole bientôt. L'Angola, c'est pareil. Et donc, ils vont s'appuyer sur ces politiques-là. En plus du fait que le discours est axé sur autre chose. On essaie de comparer la Chine aux États-Unis à travers, disons, ce qu'ils appellent, il a mis en exergue en Éthiopie, par exemple, le fait que le socialisme a avorté.
Vous voyez? Et donc, il n'y a qu'un seul modèle de développement qui marche, c'est-à-dire celui que semblent prôner les États-Unis. Donc, c'est sur ces leviers-là qu'il semble s'appuyer. D'accord. Alors, Fidèle, cette offensive diplomatique de Mike Pompeo a eu lieu alors que des restrictions de visa touchent des pays comme le Nigeria ou l'Érythrée. Les Africains devraient-ils mettre sur la table la question des visas, y compris même ceux qui ne sont pas sur le fameux travel ban? Oui, c'est là où nous avons l'avantage d'avoir l'Union africaine. C'est autour de l'Union que toutes ces questions doivent être discutées et présenter un agenda pour l'Afrique aux États-Unis. Parce qu'on ne peut pas avoir cette diplomatie qui se contredit. On suspend 6 pays africains, ils ne peuvent pas entrer aux États-Unis, et puis vous venez courtiser la même Afrique. Les Africains ont compris qu'à travers l'Union africaine, ils sont plus forts que jamais. Je crois que cette question sera adressée. Mais est-ce qu'ils profitent de cette union? Ils sont au moins 48 ou plus, mais est-ce qu'ils en profitent, cette force dont vous parlez? Oui, ils en profitent beaucoup. Et maintenant, vous savez, les pays africains sont en train de pousser pour que l'Afrique ait au moins une place au Conseil de sécurité. D'accord. Donc ça, c'est la force qu'ils commencent à comprendre, que c'est la force de l'Union africaine. Je crois que nous bénéficions de beaucoup. Et beaucoup de questions à travers le monde. La position de l'Afrique s'est fait sentir à travers l'Union africaine. D'accord. Alors, Landry Signé, il y a la question des visas, mais il y a aussi l'accès au marché américain pour les produits africains. Et malgré l'AGOA, les échanges sont encore faibles, n'est-ce pas? Du côté, dans le sens inverse. Tout à fait. Les pays africains devraient être aussi plus actifs. Par exemple, j'ai eu à intervenir durant les sommets préparatoires des négociations entre les États-Unis et les pays africains. Il y a un nombre limité de pays africains qui ont une stratégie très claire relative à l'AGOA et au fait de maximiser l'usage de l'entente pour améliorer les échanges entre les pays. Donc la responsabilité ne revient pas seulement aux États-Unis. Il est clair qu'il serait important, par exemple, qu'on ait encore le forum d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique, qui malheureusement n'a pas été continué avec la venue du président Trump. Mais ayant dit ceci, il est très important que les pays africains eux-mêmes définissent une stratégie très claire de création de la valeur ajoutée et aussi d'amélioration des partenariats et des échanges, parce que le commerce ne se fait pas de lui-même, ne va pas parler de lui-même. Il faudrait que ce soit qu'il y ait une action d'accompagnement. D'accord. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Hassan Oumar Bolalé, par exemple, qui à Djibouti écrit « Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde, mais le slogan « America First » est le maître mot, surtout sur le plan économique. L'Afrique doit savoir naviguer avec diplomatie cette donne de l'administration Trump. Alphonse Mbouaki, à Kinshasa, pense que la corruption freine le développement. Mike Pompeo a raison de soutenir les gouvernements qui luttent contre ce fléau. Par ailleurs, le continent a besoin de l'assistance de la communauté internationale pour mettre hors d'état de nuire tous les groupes terroristes au Sahel. Donc, on s'étonne que l'administration américaine envisage de réduire son effectif militaire en Afrique. Et puis, Héroïne Mouemba, toujours à Kinshasa, se demande « Est-ce vraiment nécessaire pour les États-Unis d'avoir une présence militaire sur le sol africain ? Je ne pense pas. Personnellement, je n'en vois même pas l'importance. » Quelques-unes des nombreuses réactions de nos téléspectateurs sur Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Merci de rester fidèle à Washington Forum pour cette seconde partie de cette émission. Alors, les États-Unis doivent-ils être plus présents en Afrique et dans quel domaine? La question ne laisse pas les populations indifférentes. À Bamako, notre correspondant Kassim Traoré a posé la question à quelques habitants. La présence des militaires américains en Afrique est nécessaire en ce moment précis d'instabilité mondiale. Parce que les militaires américains et la force américaine et l'armée américaine disposent de moyens sophistiqués et des moyens efficaces de renseignement. Je suis contre les retraits des forces américaines. Nous avons plus d'intérêt à gagnant-gagnant avec les forces américaines que d'autres partenaires et que d'autres puissances. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois que des représentants des pays africains sont allés s'installer aux États-Unis pour leur renseigner quoi que ce soit? Non. Ni en France non plus. Donc qu'on fasse une bonne coopération et que nos dirigeants commencent à comprendre que dorénavant ce n'est pas la politique de mendicité qu'ils doivent mettre en avant pour diriger nos pays africains. En tout cas, moi je pense, s'ils veulent aller, c'est une bonne nouvelle qu'ils partent. Je suis contre le retrait des forces américaines parce que nous avons un partenariat gagnant-gagnant avec les Américains. Il faut qu'ils aient des bonnes bases ici chez nous. Il ne faut pas faire semblant d'être là et tu n'es pas là. C'est ça le véritable problème. S'ils sont là réellement, ça fait plaisir. Mais s'ils font semblant d'être là et l'effectif n'est pas là, donc ce n'est pas une bonne chose. Le retrait des forces armées américaines n'est pas une bonne chose pour moi parce que l'Amérique est une grande force qui a des moyens logistiques permettant de renforcer notre armée contre les djihadistes. Pour moi, le retrait des troupes américaines serait une très mauvaise chose pour le Mali. Car l'armée malienne a besoin des moyens de bord pour se défendre une force internationale, pour sauver le Mali face à ces djihadistes qui sont des bandits de grand chemin. Voilà donc des réactions à Bamako recueillies par Kassim Traoré. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Ici à Washington, Landry Signé, économiste à Africa Growth Initiative au Brookings Institution. À Dakar, Serigne Ndiaye, directeur du Council for International Education Exchange. Et à Kinshasa, Fidèle Louméa, chercheur dans les domaines de la paix et la transformation des conflits. Et justement, Fidèle, sur la présence militaire américaine, le chef de la diplomatie sénégalaise a bien indiqué que Washington a fait part de son intention de retirer les troupes combattantes. Mais si la question est toujours à l'étude, c'est vrai ici. Est-ce que les États-Unis devraient se retirer ou du moins réduire leur présence militaire en Afrique? En principe, non, parce qu'il y a tous ces partenariats dont l'Afrique est en train de tisser ici et là, et selon les besoins des pays de l'Ouest Afrique, les grandes priorités sont leur sécurité. Et je crois que jusque-là, le partenariat dans les domaines de sécurité avec les États-Unis s'est limité aux questions de l'intelligence. Ils donnent aux Africains l'intelligence. Et les informations sur l'intelligence, et puis il y a les domaines de formation. S'il faut réduire le nombre de soldats américains sur le sol africain, ils vont réduire les... Je crois qu'on a quelques soucis avec la connexion Fidèle. On va essayer de vous retrouver tout à l'heure. Landry Signé, les États-Unis veulent être plus présents sur le continent à travers des entreprises, sur le plan économique, mais n'est-il pas un peu risqué pour Washington de réduire sa présence militaire dans ce contexte sécuritaire assez volatile? Tout à fait, parce qu'on a très bien vu que la lutte contre Boko Haram, par exemple, dans la région du lac Tchad, Nigeria, Cameroun, Tchad, entre autres, a été beaucoup plus efficace lorsque les États-Unis ont collaboré. Et quand on parle d'efficacité, il y a au niveau logistique, au niveau de la surveillance, au niveau des drones, il y a eu une réduction significative du nombre d'attaques et de nombre de personnes décédées, entre autres d'infrastructures détruites. Donc, il est très clair que la présence américaine, lorsque concertée, lorsque faite en collaboration avec les partenaires locaux,
peut faire une très grande différence dans la stabilisation et dans la sécurité. Donc, même si l'annonce, elle ne date pas d'hier, de la réduction de la présence américaine se justifie entre autres pour des questions de politique nationale. Donc ça veut dire qu'au niveau des États-Unis, plusieurs s'interrogent de la nécessité d'avoir une présence sur le continent. Ayant dit ceci, je pense qu'il y a une opportunité unique pour les États-Unis d'éviter d'avoir ce retrait qui, au final, pourrait menacer les intérêts économiques à eux-mêmes des États-Unis. D'accord. Alors, Serigne Ndiaye, la coopération militaire peut se poursuivre, voire se renforcer dans d'autres domaines, hein, comme le renseignement, la formation, non. Surtout quand on voit un peu la perception qu'on a concernant la présence militaire française. Est-ce qu'il n'est pas aussi pour les États-Unis plus intéressant de travailler plutôt sur ces domaines-là, le renseignement, la formation, plutôt que de s'exposer à des critiques à travers sa présence? Absolument. Oui, et je pense que le ministre sénégalais des Affaires étrangères a mis le doigt là-dessus en parlant, disons, d'une coopération plus étroite dans le domaine de l'intelligence militaire. Et je pense que les États-Unis ne vont jamais se retirer, surtout quand leurs intérêts sont là, ils doivent protéger leurs intérêts. On ne peut pas, d'une part, disons, vouloir investir et sacrifier ces investissements. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, la présence américaine en Afrique sera toujours là. Maintenant, qu'il s'agisse d'un retrait de personnes, de forces combattantes, ça c'est autre chose. Combattantes, ça c'est autre chose. Mais je pense que dans le domaine des renseignements, il n'y a pas un autre pays qui égale la capacité des États-Unis à lutter. Même la France sollicite l'aide des États-Unis dans ce sens-là. Je pense que pour ce qui concerne les renseignements, effectivement, les États-Unis vont continuer à être présents sur le sol américain, en partie pour lutter contre le terrorisme, mais en partie aussi pour protéger leurs propres intérêts économiques. D'accord. Peut-être si on a Fidèle qui est avec nous. En une minute, on arrive presque à la fin de cette émission. Oui, vous êtes là. Alors, dans ce contexte, les Africains peut-être devraient eux-mêmes prendre les devants en matière de sécurité, quitte à demander une assistance sur le plan, disons, des renseignements. Oui, je crois que si vous regardez, l'Afrique est présente dans toutes ces guerres africaines. Nous avons les Africains, les Ougandais qui sont en Somalie et vice-versa. L'Afrique comprend qu'avec ses militaires, elle peut se prendre en charge militairement. Mais est-ce que cela suffit? On a toujours besoin de plus. Je crois que c'est plus là que nous regardons vers les États-Unis. Sur place, les problèmes locaux se règlent avec les solutions locales. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.